Le cas indécent, c'est que oui, livre, parce que c'est une toute petite maison d'édition qui vient d'être créée. On a fêté nos 2 ans il y a même pas un mois. Quand Ingrid m'a envoyé son roman, dès les premières pages, je me suis dit ça, ce sera un roman pour nous. Parce que je trouve que l'ouverture fait vraiment, part directement dans les tours. Mais c'est un roman qui va nous confronter à la résurrection d'une personne. Et par le biais de cette résurrection, on va aborder énormément de sujets très très humains, comme justement la vie et la mort, mais aussi les relations humaines comme l'amitié, l'amour, les relations mère-fille, qui sont aussi très présentes dans le roman, et père-fille, vu que c'est vrai qu'il y a aussi le papa de l'héroïne principale qui a une place très importante tout au long du roman. Donc je suis originaire, comme David l'a dit, de la région de Charleroi, mais j'ai vécu aussi toute mon enfance et mon adolescence à Bruxelles. Mais il se fait que pendant mon enfance, mon adolescence, je retrouvais tous les étés, au mois d'août, ma famille de Charleroi dans la région. En fait, nous allions, il y a plus de 30 ans de cela, donc je ne sais pas, je n'y ai plus remis les pieds, mais nous étions au camping Caravaning du Val d'Oise et le domaine du Val d'Oise et de la Platagne. Et je vous parle d'il y a plus de 30 ans. Et pour moi, c'était vraiment des vacances dépaysantes. On était dans un écrin de verdure. On faisait des balades à pied dans la forêt. On faisait des balades, des promenades à vélo. Dans les champs, c'était vraiment incroyable, on faisait des baignades en étang et j'ai gardé vraiment un très beau souvenir et c'était tellement différent de ce que je connaissais à Bruxelles parce que j'habitais un lieu très urbanisé, on était dans un grand immeuble en bordure de boulevard et puis alors ici c'était vraiment une explosion de nature, c'était incroyable pour moi. Et donc j'ai vraiment voulu mettre à l'honneur cette région qui me plaît beaucoup et que je trouve très attachante et parfois peut-être quand même un petit peu inquiétant parce que les bois à l'époque m'impressionnaient beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette région que je connais un peu. On allait à l'abbaye de Scourmont. Ma grand-mère, au 15 août, tenait à nous offrir un repas. Elle nous l'offrait ici à Pot-au-Pré. Mais ça a bien changé, ce n'est plus le même Pot-au-Pré. Donc, je vais vous lire plusieurs extraits. Le premier extrait se passe à Bruxelles. Les autres se passent à Chimay. Mais le premier se passe à Bruxelles, je dirais dans la banlieue chic, bourgeoise de Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre, en bordure de forêt de Soignes. Et c'est vraiment le tout début de l'histoire, c'est vraiment l'entrée en matière. Donc on est à Bruxelles, on est au printemps, on est le 21 avril 2018. Fidèle au rendez-vous, le chœur de l'Aube entama son concert matinal. D'abord, ce furent merles et moineaux, au gazouillis impérieux, bien décidés à défendre leur carré de haies, de buissons, de ramures. Puis, attaquèrent les grives avec leurs sifflements flûtés, interrogateurs, et enfin s'éleva la note mélodieuse et puissante du rouge-gorge qui arracha Sophia aux brumes du sommeil. La belle endormie sentait ses membres encore engourdis. Elle baignait dans cet entre-deux qui précède le réveil, ce moment suspendu où l'on reprend peu à peu possession de soi. L'aube projetait un clair-obscur dans la chambre, rendant imprécis les contours des meubles. Sophia se sentait oppressée, comme prise dans un étau. En proie à une certaine confusion, elle chercha à repérer sa position, tâta à droite et reconnut soulagée la carrure rablée de Gabriel. C'était stupide, elle était dans sa chambre. Une douleur sourde lui cerclait le front. Elle aurait dû se méfier, elle avait trop bu hier. Cette soirée Halloween, c'était sympa, mais avec l'âge, l'alcool lui jouait des tours. Sophia bougea le pied gauche, rencontra la chaleur d'une peau. Une peau avec des poils, beaucoup de poils. L'esprit encore nébuleux, elle caressa du bout du gros orteil, puis brusquement,
sa conscience gagna en acuité et avec horreur, elle réalisa l'incongruité de la situation. Ils étaient à 3 dans le lit, elle, son mari et un autre homme. Affolée, la quadragénaire se jeta en braillant sur Gabriel, qu'elle secoua frénétiquement. Ce dernier, réveillé en sursaut, cria, de surprise d'abord, d'horreur ensuite, quand il découvrit le visage de sa femme. Beuglant, il la repoussa violemment, bondit hors du lit et, dans le plus simple appareil, gagna le couloir à petits pas précipités. Le bruit de sa cavalcade se perdit dans les escaliers. Donc ça, c'est le début. Donc c'est la résurrection de Sophia. En fait, Sophia est décédée dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Et elle réapparaît brutalement dans notre réalité, en chair et en os. Donc elle était morte, elle était enterrée. Et elle réapparaît sans aucune séquelle de cet accident et sans se souvenir qu'elle a eu cet accident. Elle pense qu'elle est en 2012 et elle pense qu'elle est en fait le 1er novembre 2012 alors qu'elle est le 21 avril 2018. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Alors une fois, je dirais, l'émotion de cet événement un petit peu retombée, son mari et le compagnon de son mari décident qu'il est quand même plus prudent qu'elle ne se montre pas, étant donné l'aspect extraordinaire de la situation. Et donc elle reste enfermée dans sa maison, mais bien vite. Elle tourne comme un lion en cage et finalement elle décide de contacter son père. Elle prend ce risque parce que en fait son père ne sait pas qu'elle est ressuscitée et elle prend le risque quand même qu'il ait un choc parce que bon, entendre sa fille décédée au bout du fil, ça peut provoquer un fameux choc. Donc elle le contacte, il n'a pas l'air trop effrayé et même il lui dit: écoute, viens me voir, j'ai des révélations à te faire. Et où habite-t-il ? Il habite dans la région de Chimay. Et donc l'extrait que je vais vous lire, c'est l'arrivée de Sophia dans la région. Donc on est en pleine nuit et elle arrive dans la région. Le ciel était serein, faiblement éclairé par un léger croissant de lune, délicatement suspendu dans le firmament. La conductrice pouvait distinguer à la lueur de ses phares la succession de forêts de sapins et de champs. Ça et là, des granges ou des fermes isolées surgissaient dans le décor pour disparaître aussitôt, avalées par la vitesse. Elle traversa à tombeau ouvert les 2 petits villages de Belleux et Bourlers et s'amusa sadiquement à l'idée de provoquer des réveils brutaux. À un embranchement, elle bifurqua sur la droite et aperçut des ombres massives se découper dans l'obscurité. Elles se rapprochèrent et elle les longea. C'étaient les bâtiments de l'abbaye de Scourmont, vaisseau majestueux dans cette nuit sereine. Désormais, elle n'était plus qu'à 2 kilomètres de sa destination. Encore des champs, puis des bois, et enfin le carrefour où se dressait l'ancienne maison de l'octroi, le domicile de son père. Sophia emprunta sur la gauche le petit chemin de terre qui longeait l'habitation et se retrouva devant une grille noire en fer forgé, agrémentée en son centre de superbes volutes. La localité où résidait Costas ne s'appelait pas Forges pour rien. La conductrice avait vu que tous les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, mais quand elle coupa le contact, un grand bonhomme dégingandé vint ouvrir les vantaux du portail. Elle lui fit un petit signe amical de la main et dès que la voie fut libre, s'engagea dans le passage. Elle déboucha sur une terrasse en gravier qui bordait une longue pelouse et se gara juste devant une porte bleue en bois ouverte sur un couloir se terminant par une cage d'escalier. Dès que Sophia sortit du véhicule, son père l'attrapa par les épaules et la serra contre lui. « Enfin, tu es là » murmura-t-il. Sophia avait cependant une étrange impression. Son père semblait ému de la retrouver, mais pas vraiment étonné. « J'étais morte, papa, et je suis ressuscitée comme le Christ. Ça n'arrive pas tous les jours. »« Non, en effet, dit Costas, écoute, entre, on va parler. »
Donc là, il va lui faire des révélations, mais là, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais trop spoiler. Donc, ici, donc elle est chez son père qui s'appelle Costas, parce qu'il est d'origine grecque. C'est pourquoi il s'appelle Costas. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi Sophia, parce que, bon, elle est mi-grecque, elle est à moitié grecque. Donc elle a un nom d'origine grecque aussi. Alors ensuite, après bien des péripéties, elle est amenée, donc l'héroïne, Sophia, à revenir dans la région. Et donc, elle est amenée à loger à l'auberge de Pot-au-Pré, que j'ai rebaptisée. Je l'appelle dans le roman l'auberge de la source de l'Oise, parce que ce n'est plus la même auberge. Je n'ai pas fait une description réaliste, fidèle de l'auberge que vous connaissez ici. J'ai surtout essayé de traduire une atmosphère, des impressions que j'ai retirées de cette dernière visite. Et en plus, je parle des chambres, mais je n'ai pas été dans les chambres de l'auberge, donc là j'ai reconstruit aussi dans ma tête. Donc c'est une reconstruction. Une fois franchi le seuil de l'auberge, proprement dite, elle eut la grande surprise de se retrouver dans une sorte de pub anglais. Les boiseries à profusion recouvrant les murs et séparant les tables créaient une ambiance feutrée, plutôt chaleureuse, malgré l'étendue de la salle. Finalement, cette décocosine n'est pas si mal, se dit-elle. Un léger brouhaha montait de derrière certaines cloisons, et elle entreapercevait des coudes, des pieds. « Vous désirez, madame ?» Une jeune fille blonde, aux joues respirant la bonne santé, s'appuyait sur un comptoir en bois rouge à façade boulurée. Derrière elle, s'étageaient contre le mur des niches lourdement chargées de bouteilles colorées, de toutes formes et de tout calibre. Sophia parcourut de part en part le vaste espace et ses multiples boxes en bois. Il y avait un peu plus de monde qu'à son arrivée. La plupart des consommateurs buvaient leur chimay, accompagnés d'une assiette de fromage, un monticule de petits cubes blonds, souvent saupoudrés d'une bonne couche de sel de céleri. Elle gravit un grand escalier en chêne massif et atteignit l'étage, ses pieds résonnant sur le beau parquet luisant du couloir. Elle entra la clé dans la serrure de la porte, ornée de l'inscription en lettres d'or « Notre-Dame de Scourmont ». Elle se retrouva dans une chambre somme toute assez spacieuse, lumineuse et fonctionnelle. Elle lâcha ses bagages et s'affala dans le grand lit au matelas moelleux. Paupières closes, elle goûta au silence des lieux. Soudain, le téléphone de Massimo vibra, provoquant en elle une douloureuse bouffée d'angoisse. Massimo étant le compagnon de son mari. Oui. Je ne sais pas si on le savait déjà, mais... Je ne savais pas, je sais pas. Oui, le mari s'appelle en effet, effectivement, le compagnon du mari. Le mari s'appelle Gabriel, son compagnon s'appelle Massimo. Voilà. Et donc elle s'appelle. Celui qui a les jambes poilues. C'est le poilu. Le jambes poilues. Ça c'est Massimo. Alors ensuite, elle est à l'auberge de Pot-au-Pré et elle est amenée à se rendre à l'abbaye de Scourmont. Et donc elle décide d'y aller à pied. Et elle y va à travers bois, et donc elle arrive ensuite aux abords de l'abbaye, moins sauvage, en fait entretenue, et alors vraiment, elle est vraiment tout près de l'abbaye de Scourmont. Donc là, c'est ce passage-là. Elle dépassa la croix et reconnut plus loin, en face, la statue de Saint-Joseph émergeant d'un bosquet à la taille soignée. C'était là, le début de la voie rectiligne et pavée qu'elle avait déjà bien souvent arpentée avec son père. Au bout, il fallait traverser la rue de la Trappe, une petite route de campagne, et l'on se retrouvait devant les murs de l'abbaye. Après avoir passé les grilles d'entrée, elle foula une belle allée bordée d'arbres. Ces derniers étaient suffisamment penchés pour que leur feuillage formât au-dessus d'elle une magnifique coupole verdoyante. Elle se permit de quitter le chemin principal pour aller observer un imposant chêne à la ramure large et bien fournie. Elle toucha l'écorce rugueuse du tronc et sentit la force de la sève qui montait des racines jusqu'au bout de chaque feuille. « Il est beau, n'est-ce pas ?» Elle sursauta et se retourna sur un jeune moine africain, tout sourire, dents éclatantes. «
« Excusez-moi, on ne peut sans doute pas marcher sur la pelouse, fit-elle confuse. « La pelouse est à Dieu, la pelouse est à toi, lâcha-t-il comme une évidence. « Merci. Si cela t'intéresse, il y a 3 grands séquoias un peu plus loin. » La situation était incongrue, elle le vouvoyait et il la tutoyait. Il parlait avec l'accent congolais, en arrondissant les airs. Costas avait un jour en effet évoqué l'arrivée à l'abbaye de moines de la région de Goma. L'Africain continuait à lui sourire, une lueur joyeuse dans les prunelles. « J'aurais bien aimé les admirer, répondit-elle, mais je suis assez pressée. En fait, ajouta-t-elle en joignant les mains, il me faudrait une entrevue avec le Père Noël. Le Père Noël, lâcha-t-il sur un ton enjoué. Puis, marquant un temps d'arrêt, il sembla fouiller dans sa mémoire. J'ignore s'il est là, dit-il finalement. Je ne l'ai plus vu depuis quelques jours. Je me demande s'il n'est pas parti en voyage. Tu sais quoi? Je vais me renseigner et pendant ce temps-là, contourne les bâtiments sur ta gauche et tu trouveras les séquoias. Tu ne pourras pas les rater, ils font plus de 30 mètres. Je viendrai te chercher. D'accord, dit-elle, contente d'avoir affaire à quelqu'un d'aussi sympathique et dévoué. Merci, Merci, mon frère Désiré. Mais je préfère Désiré, c'est moins protocolaire, fit-il en éclatant de rire. Bon, ben, merci, Désiré. Et tu peux me tutoyer, ma sœur. Il s'éloigna d'un pas tranquille, balançant doucement les bras. Sophia, de son côté, contourna les bâtiments et se retrouva devant 3 monstres végétaux, 3 titans montés à l'assaut de la voûte céleste. Voilà. Donc vous voyez, là aussi, j'ai essayé d'être fidèle, mais je suis bien consciente qu'il y a des petits détails qui ne sont pas strictement réalistes par rapport. Alors, le dernier extrait, en fait, c'est une scène je dirais plus tendue, où 2 personnages sont enfermés dans un cabanon près d'une ferme à Forges-Philippe. Alors, je vais vous le dire tout de suite, la ferme est tout à fait fictive, elle n'existe pas. Donc, j'ai préféré ne le pas. Étant donné ce qui se passe d'ailleurs dans ce cabanon et dans la ferme, j'ai préféré, la ferme n'existe pas. Et donc, ils sont prisonniers et ils discutent avec des malfrats. « Tu dois pisser aussi, le vieux ?» demanda rudement le malfrat. « Oui, merci, fit Costas, qui sautait ainsi sur l'occasion pour se soulager, mais également pour avoir la possibilité de repérer où ils étaient. À son tour, il eut les yeux bandés, à l'aide de ce grand mouchoir qui avait déjà bien servi. L'air frais fit du bien au Grec. Il marchait sur une terre herbeuse et fangeuse, louvoyant entre les arbres. Costas butait parfois contre des pierres ou des racines qui meurtrissaient ses pieds nus. Cependant, il s'efforçait de demeurer stoïque, ne voulant afficher la moindre faiblesse devant l'ennemi. Il ne voyait pas grand-chose, ne distinguant que très vaguement le sol, mais avait l'intime conviction qu'ils étaient restés dans la région. Sans doute n'était-il qu'à quelques dizaines de mètres de la ferme des Duval. « Voilà, fit soudain le capitaine, tu te soulages ici. Et pas d'entourloupe, ajouta-t-il en pressant sur la tempe de Costas l'extrémité de son arme. La mise en garde résonna sans appel pour le vieil homme. Un coup de feu dans cette région qui utilisait des canons effaroucheurs pour éloigner les sangliers passerait sans doute tout à fait inaperçu. Toutefois, percevant chez le malfrat un soupçon d'humanité, il se risqua à engager la conversation. Dis donc, mon gars, quelle heure est-il au juste ? 10 heures du matin. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Rien, le temps me semble long. Savoure-le quand même, ce temps, car quand le boss sera là, ce ne sera pas la même limonade. Ah bon, et c'est qui le boss ? Tu le sauras assez tôt, mec. Allez, si t'as fini, je te ramène au frais. Évidemment, un peu épouvantée, quoi. Elle se demande justement ce qu'il en est, ce qui va venir. Et en fait, la question est de savoir, bon, tout d'abord, comment ça se fait,
et pourquoi. Et donc ça c'est vraiment la question qui court à travers tout le roman, ce pourquoi. Et donc, elle enquête sur ce... Oui, donc elle enquête et puis il y a des événements qui arrivent parce qu'elle n'est pas revenue pour rien. Donc c'est un roman fantastique teinté de mythologie grecque. Donc l'histoire est actuelle, se passe dans notre monde contemporain, mais je dirais que la mythologie grecque s'invite dans la vie quotidienne. Donc c'est fantastique, il y a toute une dimension fantastique. Elle ne regrette pas, mais elle voudrait quand même savoir à quelle sauce elle va y manger. C'est vrai qu'elle est inquiète, quoi. Elle ne sait pas son avenir. Est-ce qu'elle a encore un avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Le moment où elle est en Grèce, dans les montagnes. Ah oui, dans les montagnes. Ah, j'aime bien. J'aime bien le passage. On a envie d'y être. Oui, ouais. C'est comme si j'y étais. Ah oui, quand je lis un livre, c'est comme si j'y étais. Ah oui, donc c'est vraiment immersif. Non, mais c'est bien. J'aime bien. Ah bah, tout comme ça. Ah oui, il ne faut pas spoiler. Ouais, non, mais c'est bien. Bon, c'est vrai que Chimay, je connaissais un peu, donc je trouve que c'est important de retourner sur les lieux pour retrouver. Bon, comme je connaissais les lieux, j'étais beaucoup plus à l'aise que par exemple la Grèce. J'ai déjà été en Grèce, mais la région que je décris, j'ai dû beaucoup me documenter. Le Chili, je n'y ai jamais mis les pieds, donc là j'ai dû aussi beaucoup me documenter. Qu'avez-vous pensé de l'éruption du Père Noël? Quand Ingrid m'a présenté, bon forcément j'étais un premier lecteur, j'ai lu le Père Noël, mais franchement ce que tu allé chercher ça. Alors que... Je crois qu'ici ce n'est pas étonnant, hein, le Père Noël, Je pense que c'était le Père Brasseur. Oui. Il était brasseur. Mais sa tombe se trouve... Un père qui s'appelle Noël. Oui, il s'appelait Noël. Et vous savez comment les pères sont enterrés? Comment? Sont enterrés, les pères. Comment? Non. Droit, debout. Ah bon? Oui, ils sont enterrés debout. Ah, ça c'est très particulier. Sans cercueil, hein. Dans des habits. Ah, mais là j'apprends quelque chose, c'est intéressant. Et pour quelle raison? Pour arriver plus vite, pour repartir plus vite à la terre, sans doute, je ne sais pas moi. Hein. Sûrement une question de croyance. Il y a c'est une question, il y a un cimetière. Oui, en face, à droite. Ah oui. Et tu pourras trouver la tombe du Père Noël. Oui, les séquoias, on peut les trouver? Oui, tout à fait. Je ne suis pas sûre qu'il soit au nombre de 3, mais il y a effectivement des séquoias, et en tout cas il y en a un qui est vraiment très grand, très impressionnant. Il a bien 30 mètres. Il y a un beau parc. Oui. Et vraiment l'entrée est très accessible. On était retourné sur les lieux justement pour un petit peu voir, et on entre vraiment facilement. Oui, moi je me souviens des messes. Je trouve que c'est le père qui chantait à la messe. Très apaisant. On allait au 15 août, justement avec ma grand-mère qui tenait beaucoup à aller à la messe. Alors on allait au 15 août, je vois encore les pères qui chantaient. Il y avait tout un décorum, tout un rituel, toute une atmosphère comme ça sacrée. Puis que des voix d'hommes, d'habitude dans les églises, il y a souvent des voix de femmes, mais là il n'y a que des hommes. On a Ça change. Maintenant ça commence à... On entend des chants. Oui, il commence à mixer avec les sœurs de Chimay. Et donc les voix sont justement très importantes dans le moment. Et la couverture, qui est d'ailleurs vraiment une couverture, je trouve personnellement magnifique. Elle est belle, oui. Elle est très belle. Cette couverture pourrait représenter un endroit de la région. Et est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur cette couverture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne, qui vous semble bizarre? Je suis trop loin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre? Non, à part que le sentier est éclairé. Oui, donc le ciel est plongé dans la nuit, mais en fait le sol est éclairé. Donc le jour, en bas c'est le jour, et en haut en fait c'est la nuit. Donc il y a un élément fantastique qu'on a voulu
créé dans la couverture pour refléter un petit peu l'atmosphère particulière du roman. Et je trouve que le graphiste a très bien rendu cette atmosphère. L'écriture imite les caractères grecs. Ça veut dire résurrection. C'est un mot grec qui veut dire résurrection. Je comprends, on va se plonger là-dedans alors. J'adore. Ah oui, ah ben c'est chouette. Ouais, la lecture, c'est vraiment... La mort, la vie, c'est un sujet qui me fascine. Et je trouvais qu'il se prêtait bien aux éléments mythologiques que j'ai ajoutés. Oui, c'est un sujet qui me fascine en fait. Et je m'étais dit, on n'a pas créé encore beaucoup d'histoires avec des personnes qui revenaient à la vie. Qu'est-ce qui se passerait si une personne que l'on connaît, qui est décédée, revenait comme ça? Qu'est-ce que cela provoquerait comme... Tout dépend qui. Oui, tout dépend qui. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que les gens refont... Bon, quand quelqu'un décède, c'est terrible, c'est très triste, mais les gens refont leur vie, réorganisent leur vie. Donc, et si, quand la personne décédée... Ici, le mari a été très triste de la mort de sa femme, mais petit à petit, il a refait sa vie. Mais en plus, avec un homme. Et avec un homme. Donc, il a fait sa vie avec un homme. Oui, Là aussi, c'est fort pour elle. Donc, voilà, donc, elle arrive un peu comme un chat dans un jeu de quilles. Elle a plus sa place. En fait, elle n'a plus sa place. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. J'aime bien des histoires comme ça où il se passe plein de trucs. Il y a des rebondissements. Voilà, j'ai trouvé le mot. Oui, il y a des rebondissements dans ce livre. Et j'ai pas voulu quelque chose de sombre. C'est pourquoi je me suis dirigée vers la mythologie. Je voulais quelque chose de lumineux. Et derrière, quelque chose de lumineux. Le soleil de Grèce, la chaleur. Oui, j'aime beaucoup voyager. Oui, d'ailleurs, il y a sur la couverture, si vous regardez bien, il y a un avion. C'est pas évident, mais on voit un avion. Ouais. C'est discret, mais... Et justement, l'avion est important parce que le voyage, dans le roman, est important parce qu'il y a différents types de voyages. Il y a le voyage physique, mais alors il y a aussi le voyage initiatique. Donc vous verrez que l'héroïne fait aussi un voyage qui la transforme en fait, un voyage initiatique. Pour conclure sur une petite anecdote, pour l'inscription au prix Mons Livre, auquel Ingrid participe en tant que finaliste, il fallait choisir un extrait assez court du livre, et du coup j'en avais pré-choisi 3. Et quand je les ai proposés à ma sœur, qui est bibliothécaire, elle m'a dit, quand je lis ces 3 extraits, j'ai l'impression de lire 3 romans différents. Ce qui montre, je trouve, à quel point Ingrid arrive à adapter sa plume à la situation, à l'événement qui se déroule, aux personnages aussi sur lesquels le focus est fait, même si je pense que quand on lit tout le roman d'affilée, ça saute moins aux yeux, bien sûr.